Bonjour chers élèves du tronc commun sciences et techniques. Dans cette nouvelle capsule, nous sommes au module 4. Il s'agit de l'étude d'une pièce de théâtre, en l'occurrence Le bourgeois gentilhomme de Molière. Aujourd'hui donc nous vous proposons une activité de lecture qui porte sur l'exposition théâtrale. Alors nous avons déjà commencé ce module sur l'étude du bourgeois gentilhomme avec une sorte de contextualisation de la pièce, la vie de l'auteur, Molière, le genre littéraire, théâtre, des informations sur le contexte historique. Ensuite, un petit travail lexical sur le champ lexical thématique du théâtre, parce que le théâtre comporte des mots techniques qu'il faudrait peut-être appréhender avant d'aborder le module en question. Et dans cette séance, nous allons travailler sur l'exposition théâtrale. Bien. Nous allons donc poursuivre l'objectif suivant, donc celui d'étudier une scène d'exposition. Vous vous rappelez certainement dans la capsule sur le lexique du théâtre, le sens du mot scène, qui signifie ici à la fois donc une division d'une pièce de théâtre. Donc une pièce de théâtre se compose d'actes, et dans chaque acte il y a des scènes justement, et la scène aussi au sens de l'endroit dans lequel évoluent les acteurs qui jouent justement une scène. Alors nous allons prendre le mot scène dans le sens de subdivision à l'intérieur d'une pièce de théâtre qui fait partie d'un acte. Bien. Alors, pour comprendre un peu ce dont on parle, il s'agit d'abord de comprendre certains éléments qui sont en relation avec la structure dramatique d'une pièce de théâtre. Alors, ce qu'on veut dire par structure dramatique, structure, c'est-à-dire les éléments qui composent un tout, ou bien ce qu'on appelle aussi la composition. Donc, quels sont les éléments qui composent une pièce de théâtre, ou autrement dit, quelles sont les étapes d'une pièce du théâtre. Dramatique qui concerne bien sûr le théâtre proprement dit. Ça ressemble à ce qu'on peut, mais on peut rapprocher ça à ce qu'on appelle le schéma narratif, qu'on a déjà vu dans le texte narratif, à savoir la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Et bien c'est la même chose en fait, mais là c'est propre au théâtre. 3 moments, vous avez l'exposition, vous avez le nœud et vous avez le dénouement. Alors, comme son nom l'indique, l'exposition, donc ça vient du verbe exposer, dans le sens de présenter. Donc c'est à peu près les premières scènes de la pièce de théâtre. La comédie n'a pas encore démarré. On est en train de se préparer aux événements importants. Là, c'est une sorte de présentation. Voilà. On présente des choses, on donne, une sorte de situation que les spectateurs doivent comprendre pour suivre les enjeux de la pièce. Voilà. Et pour le nœud, comme son nom l'indique, le nœud, ça indique le problème, ça indique l'événement perturbateur. On a déjà vu ça dans le cadre du texte narratif. Et s'il y a un nœud, bien sûr, il y a toujours un dénouement, c'est-à-dire la fin de l'histoire, une fin qui peut être heureuse ou bien malheureuse, mais n'oublions pas, ici, on est dans le cadre d'une comédie, et bien sûr, la comédie se termine de manière heureuse. Bien. Alors, on va d'abord identifier le texte. Donc, nous avons dit que l'exposition, c'est une sorte de présentation. Autrement dit, on est au début de la pièce. Bien. Donc, première étape de notre analyse, c'est l'identification du texte. Alors, donc, je vais lire un petit passage et à partir duquel nous allons tirer quelque chose. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Scène 1, maître de musique, maître à danser, 3 musiciens,
2 violons, 4 danseurs. Maître à danser, parlant aux danseurs. Et vous aussi de ce côté. Maître de musique, à l'élève, est-ce fait? L'élève, oui. Maître de musique, voyons. Voilà qui est bien. Maître à danser, est-ce que quelque chose de nouveau? Oui, dit le maître de musique. Donc, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Maître à danser, peut-on voir ce que c'est? Maître à danser, vous allez l'entendre avec le dialogue, quand il viendra, il ne tardera guère. Alors ça, c'est le début de notre pièce de théâtre, c'est le début de l'exposition. Bien. Alors, comme vous l'avez remarqué, donc il s'agit d'un texte de théâtre, un texte théâtral. Un texte théâtral, on l'a déjà vu dans une autre capsule auparavant, se compose de deux éléments qui sont très importants. Alors, d'une part, vous avez ce qu'on appelle les répliques, et d'autre part, les didascalies. Rappelons que les répliques, pluriel de une réplique, la réplique, c'est la prise de parole du personnage. Donc, lorsqu'un personnage prend la parole, on parle dans ce cas de réplique. Bien. Didascalie, ça indique un ensemble d'indications scéniques qui sont relatives à la scène. Ça va du décor au mouvement en passant par les gestes. Et un certain ensemble de passages descriptifs qui décrivent, comme vous venez de le dire, donc les gestes et les mouvements, mais également le sentiment et donc le décor également. Alors déjà, dans le texte théâtral, vous avez des répliques. Exemple, lorsque le maître de musique prend la parole, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Voici ce qu'il est souligné. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Donc là, c'est une parole, c'est une réplique. Les didascalies, on vous a choisi ici une didascalie. Remarquez ici, le maître a dansé. Qu'est-ce qu'il va dire? Et vous aussi de ce côté. Donc ça, c'est la réplique. Mais remarquez ici ce passage-là. Parlant aux danseurs, c'est une didascalie. Elle indique à qui s'adresse le maître à danser. Donc on donne des petites, des petites précisions, voilà, des petites directives pour l'acteur afin qu'il, afin que la personne à laquelle il s'adresse soit la bonne personne. Donc ici, il ne va pas s'adresser à tout le monde, mais il va s'adresser aux danseurs. Donc on a identifié le texte comme étant un texte théâtral du moment qu'il comporte des répliques et des didascalies. Nous avons donné ici un exemple pour chaque élément. Bien. Toujours dans l'identification du texte, on peut travailler donc ce qu'on appelle la communication au théâtre, autrement dit le dialogue, parce que le texte justement se présente comme un dialogue. Bien. Et là, quand il y a un dialogue, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Exemple, qui parle, à qui, de quoi ou bien de qui, c'est-à-dire l'objet. Alors dans le texte, bien sûr, il y a donc un échange entre le maître de musique et son élève, mais le plus dominant, c'est celui entre le maître de musique et le maître à danser. Voilà, donc le maître de musique qui s'entretient avec le maître à danser. De quoi ou bien de qui? Alors, au début, c'est de l'air de musique commandé par M. Jourdain, donc c'est le passage que nous avons ici, d'accord? Donc M. Jourdain, le maître des lieux, qui a commandé un air de musique, acquis bien sûr au maître de musique, et qui le prépare avec ses élèves. Donc là, on est dans le dialogue. Donc 3 éléments qu'on a vus jusqu'à présent, réplique, didascalie, dialogue, ce qui fait que nous avons, ou bien que nous sommes plutôt en présence d'un texte théâtral. Bien. Alors, vous l'avez certainement remarqué que dans cette communication au théâtre, que cette communication entre le maître de musique et le maître à danser, d'accord, il y a certaines choses qu'on doit soulever. Alors, je vais lire d'abord le petit passage. Donc, maître de musique, qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Maître à danser, peut-on voir ce que c'est? Maître à danser, vous allez l'entendre
avec le dialogue. Quand il viendra, il ne tardera guère. Bien. Donc, l'énonciation, en fait, c'est quoi? C'est l'acte individuel de s'exprimer dans une situation quelconque. Quand on parle, dans n'importe quelle situation, on dit qu'on fait acte d'énonciation, qu'on produit un énoncé. Et là, en fait, nous avons un dialogue entre les deux personnages, donc c'est un dialogue qui est direct, mais n'y a-t-il pas un autre dialogue qui, on peut le qualifier de sous-entendu, ou bien un autre dialogue un peu indirect, ou bien un autre destinateur à ce dialogue, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas perçu au début, mais on peut le comprendre. Alors, pour expliquer ça, quand le maître de musique s'adresse avec le maître à danser, et en retour, le maître à danser donc, s'adresse au maître de musique, donc il y a un échange direct. Donc, au fur et à mesure qu'il parle, il parle de manière indirecte au spectateur. Comment? Il les met en situation en rappelant des choses. Donc, le maître de musique qui parle de l'air que lui a fait commander, comment s'appelle-t-il, Monsieur Jourdain, il viendra, c'est-à-dire Monsieur Jourdain, d'accord? Et tout au long de la scène d'exposition, on aura ce jeu, c'est-à-dire un dialogue direct entre le maître de musique et le maître à danser, un échange, et de manière indirecte, tous les deux communiquent des informations au spectateur. Et bien sûr, le spectateur, maintenant, va comprendre la situation qu'il va avoir l'occasion de voir. Donc, nous avons ce qu'on appelle ici une double énonciation. Voilà. Bien. Alors, après avoir identifié le texte, les modes de communication dans ce texte théâtral également, venons-en à des hypothèses de lecture. On va se poser un certain nombre de questions qui vont nous mettre sur le rail de l'analyse. Alors, puisqu'il y a dialogue, on peut se poser une question sur l'objet du dialogue. À travers la lecture, justement, de la scène, donc on a deux éléments qui sont mis en avant. Alors, premièrement, Monsieur Jourdain. On parle de Monsieur Jourdain. Et là, parmi les questions que l'on peut se poser, quelles informations donne-t-on sur Monsieur Jourdain? Quel portrait est-il brossé de ce personnage? Quel effet également pourrait produire ce portrait sur les spectateurs? D'accord? Donc, puisque l'objet, dominant dans le texte, c'est Monsieur Jourdain, les deux maîtres parlent de Monsieur Jourdain. Et dans un second temps, donc les deux maîtres vont ouvrir une discussion sur l'art. D'accord? Les deux personnages ont-ils la même idée sur l'art, sur la relation entre, surtout, l'art et l'argent, la finalité de l'art, le but? Voilà. Est-ce que l'argent est très important dans la production artistique? Voilà, c'est une problématique toujours d'actualité également. Bien. Donc, nous allons prendre le premier axe de lecture et qui concerne le portrait d'un bourgeois. Maître de musique, ce nous est une douce rente, ce Monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Maître de musique, c'est un homme, à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens, mais son argent redresse le jugement de son esprit, il a du discernement dans sa bourse, ses louanges sont monnayées, et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux que grand seigneur éclairé qui nous a introduits ici. Donc voici un extrait de la scène elle est un peu longue. Bien. Remarquez ici les passages qui sont en rouge. Donc M. Jourdain avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête. Donc on parle de M. Jourdain et on fait un portrait de lui. C'est quelqu'un qui a les visions de noblesse, c'est-à-dire qui a la prétention de devenir aristocrate noble. Voilà, il veut devenir aussi un homme galant, un gentilhomme, un homme de qualité. Remarquez ici, dont les lumières sont petites, qui parlent à tort et à travers, donc ce sont des caractérisations, et qui n'applaudit qu'à contresens. Remarquez ici, bourgeois ignorant. À travers la caractérisation du personnage, on peut remarquer qu'il y a un portrait tout à fait dévalorisant de Monsieur Jourdain. Donc c'est un bourgeois ignorant
qui veut devenir noble, etc. Mais il n'a pas le don, il n'a pas le, comment dire, les prédispositions nécessaires pour l'être ou plutôt le devenir. Bien. Donc, faisons une petite synthèse partielle. Dans ce passage, les deux maîtres, le maître à danser et le maître de musique, parlent de M. Jourdain. Il est présenté comme un bourgeois qui veut devenir un gentilhomme, et pour cela, il loue les services des maîtres pour lui apprendre les bonnes manières qui lui permettront de devenir noble. Donc les deux maîtres, ils veulent apprendre à M. Jourdain comment justement maîtriser l'art de la musique, la danse. Ils veulent lui composer des petits airs de musique qu'il présentera à un autre personnage qu'on verra par la suite. Pourtant, le portrait que font de lui les deux maîtres, voilà, est défavorable. Il n'a aucun goût artistique, il ne sait que donner de l'argent, tout simplement, il est ignorant. Les maîtres, tout en parlant de M. Jourdain, communiquent de manière indirecte ces informations aux spectateurs chez qui un effet d'attente est créé. En fait, tout en parlant de M. Jourdain, en donnant tellement d'informations et tellement de descriptions, de caractérisation du personnage que cela crée un effet de suspense ou bien un effet d'attente. On va, voir chez le spectateur le désir et le besoin de connaître en réalité ce M. Jourdain et de le voir vraiment sur scène. Bien. Passons maintenant au deuxième axe de lecture qui porte sur l'art. Il sort d'une petite discussion sur l'art. Maître à danser, et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux, qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Maître de musique, il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paie bien. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Donc, l'objet de la discussion, c'est justement l'art, et on parle un peu de M. Jourdain qui ne maîtrise pas justement, le côté artistique. Voilà, le souhait du maître à danser que M. Jourdain puisse connaître un peu mieux ce qu'il fait, qu'il ait un goût, qu'il acquiert un goût pour l'art en général. Alors, et pour le maître de musique, il les paie bien. Donc on voit très bien quelle est la conception du maître de musique qu'on va développer tout à l'heure. Voilà. Maître à danser, pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, des stupides, idiots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régalez plutôt de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. J'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous. Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges toutes pures ne mettent point un homme à son aise. Il y faut y mêler du solide. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. Vous avez compris certainement ce que veut dire ici le maître de musique. Voilà. Donc pour la production d'une œuvre d'art, dans ces discussions, on a deux conceptions. La première, celle du maître à danser. Donc la production d'une œuvre d'art est profitable du moment qu'on la goûte, qu'on l'apprécie et qu'on la loue en retour, d'accord ? Et en se sentant loué, l'artiste peut produire un peu plus, voilà. Il peut donc, avoir l'impression qu'il a créé quelque chose de beau, donc voilà, au niveau de la réception qu'il a de son œuvre. Bien. Alors que pour le maître de musique, ce n'est pas suffisant de goûter, d'apprécier, de louer en retour, mais plutôt de payer en retour. Ça veut dire que l'argent, il est très important dans ce cas. Voilà. Bien, donc synthèse partielle numéro 2. La discussion entre les deux maîtres porte également sur leurs arts.
Quel but doit poursuivre un artiste en produisant une œuvre artistique? Pour le mettre à danser, il est malheureux de produire une œuvre d'art à un public qui n'en perçoit pas la valeur. Ici, c'est le cas de M. Jourdain. L'artiste est récompensé du moment que son œuvre est appréciée, reconnue par un public averti. D'accord? En revanche, pour l'autre, pour le maître de musique, bien qu'il soit d'accord avec lui, donc il fait une petite concession, il objecte que la reconnaissance d'une œuvre artistique n'est pas suffisante pour faire vivre l'artiste. Voilà. À la fin de l'analyse, interprétation des deux axes de lecture, on peut poser des questions de réaction. Question 1. Les maîtres de musique et de danse parlent de M. Jourdain de manière défavorable. Est-ce que vous appréciez cette attitude? Donc là, il s'agit d'une écriture courte ou bien d'une intervention orale, donc vous avez le choix de le faire. Donc de dire, est-ce que ces deux maîtres, ils ont raison de parler de leur maître alors qu'il est absent? Et vous justifiez par des arguments, bien sûr. Question numéro 2. Le maître de musique dit, la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ça veut dire qu'il faut payer de l'argent. Il ne faut pas dire simplement merci, mais il faut aussi payer. Bien. Alors, je vous propose quelques prolongements possibles. Alors ici, par exemple, en production écrite, alors imaginez que M. Jourdain écoutait, caché derrière un rideau, les propos des deux maîtres. Comment il aurait réagi, à votre avis? Et donc là, ça c'est la situation, la consigne, rédiger une petite scène comique pour montrer ses réactions, c'est-à-dire les réactions de M. Jourdain et les justifications des deux maîtres. D'accord? Donc c'est une situation d'imagination dans laquelle vous allez écrire une scène. N'oubliez pas lors de la rédaction d'une scène, ne pas oublier les répliques, les didascalies, la façon de présenter une scène de théâtre est un peu différente de la façon avec laquelle elle est présentée dans un roman ou bien dans le cadre d'une nouvelle. D'accord? On a déjà vu ça auparavant. Bien. Comme d'autres prolongements, donc on peut étudier donc une autre scène d'exposition. Je vous propose une scène qui est tirée de L'île des esclaves de Marivaux, dramaturge français du XVIIIe siècle. Donc on marque ici, la scène est dans l'île des esclaves. Le théâtre représente une mer et des rochers d'un côté, et de l'autre, quelques arbres et des maisons. La scène, remarque ici, Iphicrate s'avance tristement sur le théâtre avec Arlequin. Il y a un dialogue entre les deux personnages. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude de cette scène, c'est de distinguer les répliques, les didascalies, comme on l'a vu, de montrer le décor où se passe l'action, surtout de voir un peu dans les paroles des personnages ce qu'on appelle la double énonciation, c'est-à-dire le fait que, par exemple ici, Iphicrate et Arlequin, de quoi parle-t-il? Et ce dont ils parlent, quel en est l'intérêt pour le spectateur? Donc en fait, ils parlent tous les deux de quelque chose, d'accord? Et ce dont ils parlent, il intéresse aussi le lecteur, ou plutôt le lecteur bien sûr d'une pièce de théâtre, mais aussi le spectateur, d'accord? Et qui va avoir beaucoup d'informations et qui explique un peu ce que font ces deux personnages dans le lieu qui est représenté sur scène. Donc là, nous avons toute la scène. Voilà. Donc, Iphicrate, Iphicrate Arlequin, il est très intéressant aussi de voir un peu la relation entre les deux personnages. Voilà. Est-ce que c'est une relation de force? Est-ce que c'est une relation d'amitié? D'accord? Donc, on marque ici, nous sommes seuls échappés du naufrage, tous nos amis ont péri et j'envie maintenant leur sort. Pourquoi Iphicrate dit-il ça? Est-ce qu'il le dit pour Arlequin? Mais Arlequin, il le sait déjà, puisqu'il dit hélas. Donc, qui est le vrai destinateur de l'échange de paroles entre Iphicrate et Arlequin? D'accord? Et surtout, être capable aussi de relier le titre de l'œuvre. Donc ici, nous avons l'île des esclaves. Cherchez le mot esclave. Comprenez la relation entre les deux personnages.
ce que disent les personnages, qu'est-ce qu'ils disent, à quoi est destiné leur discours. C'est très important de comprendre ceci pour l'étude d'une scène d'exposition.